Une idée folle. Un coup de cœur à l'origine d'une aventure guidée par mon père et son ami. Mon père, Jacques de Blois, architecte, s'est consacré toute sa vie à mettre en valeur le patrimoine architectural québécois. Et Jerry Parry, un homme d'affaires, un entrepreneur retraité, voulait s'impliquer dans un grand projet, pour s'amuser, comme les complices se plaisaient à dire. Les deux rêveurs, des amoureux de la vie, ont ramé envers et contre tous pendant 10 ans pour rénover, ou plutôt recycler, tout un quartier abandonné en plein cœur de Québec, enclavé entre le fleuve Saint-Laurent et le château Frontenac, véritable icône de la ville. Ils ont ramené la vie et la couleur en attirant des marginaux. Artistes, artisans et leurs familles sont venus habiter, travailler et créer dans le quartier Petit-Champlain. Il y a 40 ans, leur approche respectueuse des gens, de leur environnement, de l'histoire, était précurseur d'un véritable écoquartier, et cela bien avant l'heure. La rue Petit-Champlain a vu naître le pays. Sur les premières cartes de Québec, elle est esquissée comme un sentier menant à la fontaine de la Place Royale, lieu de fondation de la ville en 1608. On dit que c'est la plus vieille artère commerciale en Amérique du Nord. La rue devient la voie de communication entre la Basse-Ville et la Haute-Ville via l'escalier Casco. Depuis le début de la colonisation, l'endroit est habité par des artisans, par des commerçants des marchés voisins, par des marins et des bardeurs du port, et enfin par des immigrants irlandais, entre autres. Le secteur est bombardé par les Anglais, enseveli sous les éboulis de la falaise, puis déserté par sa population, qui s'est gravement appauvrie à la suite du déclin du commerce du bois et des activités maritimes. Les commerces, entrepôts, manufactures et hôtels ont fermé graduellement. Au milieu du 20e siècle, la rue est quasi à l'abandon. Quand moi je suis arrivée, c'était une rue tellement terne, on prenait un taxi le soir pour rentrer parce que c'était presque épeurant, là. C'est pas qu'il y avait des gens dangereux, mais ça nous apparaissait dangereux. Puis venant de la Haute-Ville, ben là, tu sais, ma mère m'avait tellement dit, tu vas pas là. C'est sûr que c'était sombre. Moi, j'habitais dans la rue, là. Je passais tous les jours et je ne voyais pas qu'on pouvait faire des commerces ici. C'était tout barricadé. Où sont les vitrines maintenant, c'était des contraplaqués. Il y avait ce qu'on appelait le Petit Champlain, qui était une zone de dévastation totale. Moi, je m'y retrouvais, je sortais de l'Europe en 1961, quand je suis arrivé ici. J'avais vu les destructions en Europe, les bombardements. En arrivant ici, je dis, c'est pareil, là. C'était deux partenaires qui travaillaient très bien ensemble, se complétaient, en fait. Puis ils avaient aussi la même philosophie de vie. Le rapport entre les êtres humains, la façon que les choses doivent se dérouler et tout ça, ils étaient complices là-dedans. Jerry, je ne sais pas si vous vous souvenez les annonces de Marlboro, les cowboys avec les moustaches comme ça, là. Oui. Il était comme ça. Pour moi, c'était une annonce de Marlboro. C'est Il vrai. était un vrai cowboy. Là. Il marchait un peu crampé comme ça, là. Il avait un caractère de cowboy. Il était très sympathique, très coloré dans sa façon de parler. Moi, j'ai beaucoup appris avec lui à comprendre comment les Québécois ils sont, là. La façon de parler, comment ça peut sacrer des fois un peu, là, poliment. Mais... Faut dire que Jerry Parry était provoquant. Hein? Mais d'abord, c'est un beau gars, très sûr de lui, un peu baveux. Donc, un fonctionnaire discuter avec Jerry Parry, ça devait être difficile. Il devait l'envoyer promener. Jacques, il était un autre style. Il était comme plus artiste, plus... il avait un côté très bohème, comme ça, un petit peu rêveur. Jacques, il venait à la fin de la journée, vers 5 heures, avec son gin tonic. Il venait avec son verre de gin, comme ça, là. Le placotait. C'était très agréable, très convivial. Monsieur de Blois, j'allais dire ton père, alors lui, c'était un génie à sa façon.
C'est un esprit, c'est un artiste dans le meilleur sens du terme. Il y a toujours des bonnes idées. Il sait comment faire les choses de façon humaine pour que ça soit confortable et que ça plaise. C'est un homme qui aime la vie, puis il aime créer des milieux de vie. Évidemment, nous savions tous qu'il avait une main, il avait un crayon, il avait une plume. Il faisait ce qu'il voulait avec sa main. Il avait un don inné du dessin. Jacques était en avant de nous. Il nous voyait avant nous. Nous nous avons vu après et nous avons accédé aux idées émises par quelqu'un qui avait été un visionnaire, c'est tout. L'entente de Jacques et Jerry, ça a été faite par une poignée de main. Ils n'ont jamais signé de papier entre eux stipulant qu'un tel faisait ci, un tel faisait ça. Ça a été une poignée de main. Mon père a relaté cette aventure en écrivant un livre. Je l'avais accompagné alors qu'il allait montrer le manuscrit à son complice, peu de temps avant leur décès. Il y a toi avec ton chapeau de cow-boy, moi ma petite calotte, puis nous, madame. Oui, c'est vrai. Puis il était tard dans la nuit, puis on avait vidé les carafons. Oui, c'est vrai, je me souviens, c'est là. Puis là, Jerry, il me dit, j'aimerais ça que tu me trouves, là, qu'on se trouve un îlot de vieilles maisons pour pouvoir jouer ensemble. On s'amuserait, puis toi, tu griffonnes des plans, puis moi, là, je bricole dans ça. Vers le début de l'automne, que je passe sur le boulevard Champlain. Puis là, c'était la basse ville des pauvres. C'était de la poussière, c'était à côté de Place Royale. Puis là, il y a la pancarte de Perfection Corset. Puis il y a une pancarte de tôle rouillée. 16 octobre 76. Puis ça, c'est là que ça a commencé. On n'a pas brisé les bâtiments, on n'a rien arraché, on n'a rien défait, on a nettoyé, on a reconditionné, on a ramené les bâtiments conformes aux normes de sécurité, parce qu'il y a des bâtiments qui avaient été faits sur une période de 250 ans. Alors, c'était plus conforme aux normes de sécurité, on les a étanchés, on a arrangé les structures, puis, comme tu aimes l'entendre dire, Isabelle, on a gardé les rides, on a gardé l'usure, la patine des bâtiments. On voit l'âge des bâtiments, on voit l'évolution, puis on voit les travaux qui ont été faits sur des siècles. On n'a pas brassé de terre. Alors, quand les historiens, les archéologues auront des budgets pour venir étudier puis travailler dans le petit Champlain, l'archéologie, tout ce qui est dans le sous-sol, dans les fondations, puis c'est resté là, on a tout protégé, tout est resté là. On n'a jamais dérivé de notre vision première du quartier. Jamais on a accepté quelque chose qui n'allait pas bien dans le quartier, qui n'était pas quelque chose que les artisans faisaient eux-mêmes. On a refusé les chaînes. Quand on est devenu populaire un peu, les chaînes ont voulu venir. On les a carrément refusées. Et on a toujours refusé que les T-shirts et ces choses-là se vendent. On exigeait, selon nos mots, que les choses qui se vendaient dans le quartier devaient être faites dans le quartier ou devaient être approuvées par l'ensemble du quartier. On voulait être différent. On voulait être authentiquement québécois. Les gens venaient voir le Québec. On leur présentait le Québec. Le capitaine et le cow-boy viennent d'acheter un premier îlot de 8 immeubles appartenant à des héritiers américains pour un montant de 85 000 $. Jerry financera le démarrage de ce vaste chantier, tandis que Jacques mobilisera son bureau d'architecte et tout son personnel. Éventuellement, les banquiers leur feront confiance et ils auront accès à quelques subventions pour progressivement acheter jusqu'à 27 édifices, la plupart abandonnés, répartis sur 4 rues.
ici, c'est un peu un musée. Ça, ici, c'est une des plaques de rue du Petit Champlain. Et il y en avait partout dans le quartier, boulevard Champlain, etc. Et les urbanistes de la ville les ont toutes enlevées. J'ai été capable d'en récupérer une, je ne sais pas par quel miracle. Et ils ont tout enlevé pour mettre des noms de rues ordinaires, là, comme dans tout le reste de la ville de Québec. Chaque boutique qui ouvrait en 76, 77, 78 avait dans vitrine ou n'importe leur annonce comme ça. Moi, c'était Claudette de Blois. Toi, là, quand Jacques est arrivé avec ce projet-là, là, Oui. comment t'as réagi? Est-ce que tu trouvais que c'était un projet de fou ou Non, t'étais... non, pas du tout. J'ai trouvé que... que c'était un projet de vie. Je pensais que ça allait vraiment durer longtemps. Vu l'état des lieux, je les trouvais très, très, très optimiste, là, d'être capable de voir ça fini. Il était Parce visionnaire un peu, hein? Très, très, très visionnaire. Il fallait avoir du front, tu sais, pour acheter chaque bâtisse. C'était un taudis. C'était un taudis où vivaient quand même des gens heureux. Ça faisait très longtemps qu'ils habitaient là. Alors, ils ont jamais été délogés. Quand on est arrivé là, ils étaient sceptiques, mais ils se sont aperçus vite là, que les entrepreneurs, là, ils étaient sympathiques. Ces anciens, la plupart déjà âgés, ont continué de résider dans le quartier aussi longtemps qu'ils l'ont désiré et se sont intégrés harmonieusement aux nouveaux arrivants. Seule une famille est partie au tout début. Pour Jacques et Jerry, cette mixité sociale était une richesse, un gage de continuité avec le passé. Ils rénovaient un appartement au complet, comme le leur, sur un étage plus haut. Ils les déménageaient là. Puis s'ils n'aimaient pas cet étage-là, bien, ils rénovaient leur appartement plus bas, puis ils les remettaient dans leur appartement plus bas. Ici, c'était blanc d'ivoire. Oui, mais avant, blanc d'ivoire. Oh, mon Dieu. C'est la maison de Freddy. Non, elle était juste là avec le garage. C'est la petite ici, non? Non, t'as raison, c'est ici, Freddy. Quand ils l'ont acheté, ils ont ouvert les portes de Perfection Corset. Il n'y avait plus de plancher. Les planchers s'étaient tous écrasés. C'était des nids de pigeons partout. Les fenêtres étaient brisées, alors les pigeons se promenaient un peu partout. Et ça, c'est de la fiente, des caca de pigeons. Il y en avait 4 étages de haut. Alors, ils sont allés par en haut avec des pelles, des grues ou je sais pas, pour sortir ça, pour mettre ça dans des camions, pour aller porter ça au dépotoir. À un moment donné, les syndicats avaient comme fermé le chantier, puis exigeaient que les gens qui rentrent dans le chantier aient les cartes de compétences, puis soient choisis par les syndicats, etc. Alors, Jerry Paré s'était résigné. Et quand les gars sont arrivés, présentés et tout, avec leur coffre à outils, là, ils les amènent dans des maisons délabrées. Et puis là, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais là, dans ce cas-là, vous pelletez à crotte de pigeon. Puis vous me sortez ça. Il faut nettoyer. Puis là, c'est toujours l'équivalent de pelleter de la crotte de pigeon, si tu veux. Donc, les gars se sont regardés avec leur carte de compétences.
Ils ont dit au contremaître, c'est ça qu'on a à faire ici? C'est ici qu'on nous a amenés pour ça? Ils remballent leur coffre puis ils s'en vont. Il y avait des problèmes avec les fonctionnaires, autant à la Ville de Québec qu'au ministère. Tous les fonctionnaires n'étaient pas opposés, mais ceux qui étaient en autorité, au ministère en tout cas, eux autres étaient partisans de la place Royale, avec la restauration qu'ils faisaient. Donc, ils voyaient ça d'un très mauvais œil, parce que ça, c'était presque vulgaire, là. C'était pas bas de classe, là. Ça contaminait leur très beau projet, là, somptueux et exemplaire et flamboyant. La fameuse place Royale. Elle monopolisait l'attention depuis le début des travaux de rénovation en 1958. Les fonds publics très élevés et la nature des interventions pour créer et rebâtir à neuf un site patrimonial soulevaient beaucoup de critiques. Dans les années 70, la mode était plutôt à l'exode urbain ou à la démolition des édifices non prestigieux. D'ailleurs, selon le projet d'origine, l'État prévoyait démolir la rue Petit-Champlain pour en faire un stationnement pour ses visiteurs. Les fonctionnaires étaient arrivés avec leur mémoire. Les autres, ils rêvaient d'un quartier musée, où la vie partait à 5 heures, c'est fini. Puis sur semaine, parce que le quartier musée, il l'ouvrait juste les fins de semaine. C'est incroyable, hein? C'était ça le plan. Moi, j'ai été pris avec Place Royale qui avait commencé avant, je dirais, mon règne au patrimoine. Et c'était déjà bien amorcé. Il y avait tellement de ministères qui nous tenaient là. Il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose de très sérieux. Là, il fallait les clous, il fallait qu'ils soient de clous d'origine, etc. Ou martelés maintenant, mais de la façon dont... Donc, il fallait des tas de bouquins pour aller voir et contrôler, et puis le faire, ce fameux clou qui devait être fait comme dans les règles de l'art de l'époque pour restaurer la vérité dans des édifices qu'on reconstruisait, donc 100 ans, 200 ans, 300 ans après. Peut-être étions-nous trop droits. Et peut-être étions-nous pas flexibles. Puis il n'y avait pas de résultat. Il y avait une maison de temps en temps qui était finalement prête, mais on ne savait pas quoi faire avec. Elle restait vide. Et entre-temps, il y avait Jacques de Blois puis Jerry Paré, les autres qui étaient pris avec leur projet de revitalisation du Petit Champlain. Les gens du Petit Champlain ont fait, avec le budget d'une maison, ont fait tout le Petit Champlain. Avec 1 million, ils en ont fait 100. L'autre, avec 1 million, il en fait une maison. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça, c'est une autre question. L'entreprise privée, là, c'était bien mal vu. Dans un projet comme ça, où il y avait toute la dimension du projet que je parle, là, autant humaine, citoyenne, les artisans, ça relevait pas de l'entreprise privée. C'est là c'est là aussi, c'est dans les mentalités qu'on a dû se battre. À cause de ça. C'était les mentalités de l'époque. Comme c'était pas riche, comme on dit tout à l'heure, c'était pauvre un peu, ce n'était pas quelque chose de... Ce n'était pas des matériaux nobles, toujours. Hein? Mais eux voulaient garder tout. C'est qu'ils ont fait du recyclage avant la lettre. On regarde les défauts, sa tenue. En général, c'est quand même bien. Pour le 30 ans ici, là, déjà, là. C'était restauré. Il ne faut pas oublier qu'on avait, à un moment donné, dans le plus fort du chantier, 25 immeubles en même temps à rénover, là. Donc, du monde, il y en avait à grandeur de la rue. Des équipes ici, des sous-traitants, des compagnies qui prenaient un immeuble au complet, qu'eux autres s'en occupaient, puis nous autres qui étaient l'équipe volante là, qui faisait tout le curtage, le nettoyage, apporter les matériaux. Puis même dans les hivers où il y avait des grosses tempêtes de neige, ici, il ne faut pas oublier que le chemin ne se dégageait pas avant 3 heures de l'après-midi. Donc les gars, on marchait dans 3 pieds de neige avec des 2x4 sur l'épaule pour aller porter ça là-bas. Puis... Si on regarde les vitrines, les colonnes, la porte a été changée, mais les panneaux de côté, c'est les panneaux d'époque qui ont juste
On a brûlé la peinture pour la remettre au bois, puis on les a repeints. Là, t'sais. Donc, il y a beaucoup dans le quartier de choses qui ont été... C'est vraiment les moulures d'époque. Vous essayez toujours de conserver l'authenticité. Ça a toujours... si on avait été obligé de mettre du neuf, c'était vraiment le dessin d'époque. Puis Jacques, ici, avait tout fait, les pancartes, les enseignes, les bras de galerie. Tout était dessiné d'avance. C'était toutes des choses qui étaient recyclées, soit des poteaux d'escalier, de balcons, de lampadaires. Ça, là, par exemple, c'est un ancien miroir qui était dans ce sens-là sur un bureau. Alors, il enlevait un morceau et puis il faisait... ça, c'est un poteau d'escalier. Vraiment, tout était récupéré. Puis même à chaque fois qu'on allait au dépotoir, qu'on appelait, nous autres, bien, quand on voyait quelque chose qu'on avait une chance de se resservir, une vieille poutre, une vieille fenêtre antique, j'appelais Jacques en vitesse. Jacques, aurais-tu besoin de ça? Embarque ça dans le truck. Après, j'ai continué justement à reproduire les mêmes choses. Je faisais souvent des petits halls d'entrée fermés dans mes maisons modèles. Parce que souvent, le monde me demandait d'où ça vient. Bien, ça vient du petit Champlain. Le petit Champlain, un coup qu'on a travaillé ici, il sort jamais de nous autres. Hein. Il est toujours dans notre cœur. Ça devenait comme notre bébé. C'était tellement gros, puis une grande rue, beaucoup d'artisans, beaucoup de monde. Ça faisait peut-être un an et demi que je m'étais installée au Petit Champlain. Je rencontre Gérard Paré et Jacques de Blois. Et puis, on commence à discuter. Puis, je dis, pourquoi vous ne faites pas une rue d'artistes comme à New York, Soho, un petit Soho, là, un petit Soho québécois? À ce moment-là, les gens ils viennent, ils trouvent ça exotique, ils trouvent ça original, qu'on habite dans des entrepôts, puis qu'on refait des locaux, puis on s'installe. Et puis, c'est comme ça que, finalement, le projet a commencé. La pièce maîtresse, je te dirais, du projet, pour la réussite de ce projet-là, il fallait qu'on ait vraiment des artisans. Pas des pseudo-artisans, mais vraiment une belle qualité d'artisans. C'était pour donner une crédibilité au projet aussi. C'est sûr qu'ils ne voulaient pas avoir genre de petits macramés ou des choses comme ça. On voulait faire vraiment des artistes, puis des vrais artisans, puis des vrais artistes qui vendent leurs produits, qui habitent sur place. On mettait en gage là, la réussite du projet, du quartier Petit Champlain. Parce que pour quelqu'un qui se déplaçait pour venir voir un artisan, il en envoyait 2, il en envoyait 3, il en envoyait 4, et ainsi de suite. Ça a donné la force au quartier. Ça a été de dire, oui, on peut faire de la restauration, mais on peut la faire dans un contexte où il y aura une participation citoyenne aussi. Et la participation citoyenne, elle a été comme un objectif premier pour le développement du quartier. Dans le sens qu'ils ont choisi les citoyens qu'ils voulaient avoir pour pouvoir développer ce quartier-là. C'est ici que j'ai commencé en 1978 avec la boutique Atelier de Cuir Ibiza. Et après, bon, les années l'ont passé, les années l'ont évolué. Et là, j'ai fait d'autres choses, mais je garde toujours ma boutique au Petit Champlain. Ouais. Je le garde comme souvenir, là. Et c'est le plein de poussière, imagine-toi. Je ne le nettoie pas, hein. Il est comme ça. Ça, c'est ma première boutique, quand j'étais de l'autre côté dans les marches, ça s'appelle encore l'Atelier de Cuir Ibiza. C'est moi qui avais écrit tout ça. Hein. C'est vrai? Ah, je suis bon. Hein. Ah, t'es bon, présent. Moi, j'étais le deuxième à ouvrir une boutique. Les artisans comme moi, on avait besoin de vivre ça. On était dans une époque comme ça, hein, d'être liés entre nous. Et ça crée comme une sorte de ghetto d'artisans avec une atmosphère très propice à la créativité.
Et on communiquait beaucoup entre nous. On était toute une gang de copains et on se ressemblait tous dans l'esprit un peu créatif, de produire et de faire des choses là. Et de vendre aussi, parce qu'on avait besoin de vendre pour vivre. Et il y en a encore un petit sac. Ça, c'est des choses que je faisais avant, là. C'est plein de poussière, parce que mes salades, j'ai tous pris, là. Ça, c'est le sac en cuir que je faisais. Ah oui. Les artistes et les artisans qui se sont installés là, bien, on était tous un peu créateurs. Fait qu'on a mis, c'est sûr, on a mis de la couleur, on a mis des choses. Géré nous trouvait de la peinture, ou Jacques, on repeinturait nos trucs, on changeait la décoration. Les deux complices ne faisaient pas que rêver. Ils pensaient stratégie pour attirer visiteurs et journalistes. Très tôt, ils ont donné une nouvelle vie à la discothèque en ruine. Le théâtre, ça a été comme un coup de cœur. Hein? C'était comme, wow, ça pourrait faire une super de belle petite boîte à chansons. Parce qu'à l'époque, on parlait de boîte à chansons. Hein? Ça a été toute une aventure parce que moi, à cette époque-là, je travaillais, j'avais mon travail. Mais on y croyait tellement, mon mari et moi, au théâtre, que les fins de semaine, je servais aux tables parce qu'on trouvait pas de douettrice, tu sais. On avait un petit bar. Ça finançait une partie du théâtre aussi. Le théâtre Petit Champlain apportait une visibilité dans les médias. Il devient la porte d'entrée en Amérique du Nord pour de nombreux artistes européens. Même nos Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Claude Léveillé y ont chanté. Au moment où ils ont fait le théâtre, ça nous donnait une autre image à la rue. Il y avait un regard sur nous autres. De plus en plus d'artisans et leurs familles venaient s'installer. Mais le développement du quartier était menacé parce qu'au beau milieu de la rue, il y avait un gros entrepôt de 5 étages rouillé, pourri et insalubre qui inquiétait. Il y avait danger d'effondrement et en cas d'incendie, tout le quartier aurait été détruit. Il a fallu près de 3 ans de négociations avec le propriétaire de l'immeuble et la ville pour enfin le faire démolir. Les deux idéalistes ne désiraient pas rebâtir pour rentabiliser l'opération, mais ils rêvaient d'un parc pour offrir à la population le poumon, l'îlot de verdure nécessaire à la vie communautaire. En plus du soleil qui rentrait enfin, c'était notre fenêtre sur le rocher du fameux Cap Diamant. Les jours que les pelles mécaniques l'ont rentré, qu'ils ont commencé à démolir ça, le soleil il est rentré dans la rue. Et bon, là, le fond, il est parti, là. Et on s'avait fait un coin pour jouer à la pétanque, on se faisait des pique-niques, des fois on sortait les tables, les chandeliers en argent, on se faisait des grands pique-niques avec les grands chapeaux. Claudette, là, avec Jacques et Jerry, ils ont commencé à planter des arbres au parc. Maintenant, c'est des arbres adultes, ils ont quoi, 30, 35 ans, je ne sais pas, là. Quand je regarde les dessins de ton père, moi, ce qui me frappe, c'est tous les petits bonhommes, tous les êtres humains qu'il met. Ça raconte plein d'histoires. On voit qu'ils interagissent entre eux. On voit, dans le fond, qu'il est parti de ça pour faire son projet ou ses autres projets.
Le projet du Petit Champlain, en fait, je pense qu'il était extrêmement avant-gardiste parce que faut se replacer dans le contexte que ça fait 40 ans. On commence à parler des écoquartiers ici à la Ville de Québec depuis à peu près 3 ans, puis dans le monde, bien, je dirais depuis à peu près 10-15 ans. Alors ici, à ce moment-là, c'était pas du tout les discours qu'on tenait. On allait plutôt vers la modernité, on démolissait, on pensait pas vraiment à l'environnement. Le quartier ici a toutes les caractéristiques qui font qu'on peut dire que c'est un écoquartier. Par exemple, le fait que ce soit une rue piétonne, il n'y a pas d'automobile, il n'y a pas de stationnement. Et puis, c'est toute la place pour l'humain aussi, la place pour quelque chose qui est vivant au lieu d'être seulement axé, par exemple, sur l'activité touristique des résidents. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ça se trouve à être toutes des restaurations de bâtiments. Donc, ils ont utilisé très peu de matières premières. Donc, ça, c'est important sur un plan écologique. Ils ont pris la décision que ce soit des artisans locaux et puis, dans le fond, de faire la mise en valeur de l'art ou de l'artisanat québécois. Ça, je pense que c'est particulier. Il y a le fait aussi d'avoir le théâtre du Petit Champlain. Tu sais, tout ça fait en sorte qu'il y avait une vocation peut-être plus culturelle que dans d'autres endroits de la ville. C'était extrêmement avant-gardiste à cette époque-là de prendre une approche comme celle-là. Les dimensions sociales, économiques et environnementales étaient au cœur de leurs préoccupations. Instinctivement, les deux précurseurs rencontraient la définition du développement durable qui sera proposée par la Commission mondiale de l'environnement en 1987, soit 10 ans après le début des travaux. C'était vivant, il y avait un âme dans le quartier. Ils ont créé ça, une âme qui donnait de power, donnait de l'énergie à tout le monde. L'enthousiasme était contagieux. Avec mes parents, frères et sœurs, on a quitté notre maison en banlieue cossue pour déménager en face du théâtre. Le trottoir est devenu notre nouvelle cour, comme sur les photos anciennes de la rue. Jerry et sa famille, eux, ont emménagé à côté du parc. J'y ai aussi ouvert un atelier de photographie, le studio Le Petit Oiseau. Notre mini-société était une source infinie d'inspiration. Quand ça s'est mis à marcher un peu, là, puis que, je veux dire, les gens descendaient, les gens de la Haute-Ville descendaient, des fois, des gens arrivaient dans notre boutique, là, puis qui pleuraient quasiment en disant « Si vous saviez comme j'aimerais ça faire ce que vous faites, faire la vie que vous faites. » Je veux dire, pour eux autres, là, on représentait comme une façon de vivre ouverte, indépendante. Je veux dire, on était une grande famille. C'était l'époque un peu hippie aussi, il faut dire. Là, on rentre dans les années 76. Moi, j'étais super colorée avec ma fille qui était à l'époque petit bébé, que je promenais dans un petit panier, là. Et puis, qui couchait dans la boutique, là, puis qui était assise sur une chaise, qui dormait là. Puis, à un moment donné, elle se réveillait, puis les gens faisaient un sursaut parce qu'ils disaient « Mon Dieu, on pensait que c'était une poupée. » Le Petit Champlain, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir. Alors, j'avais comme un peu l'impression d'être comme la princesse de la place, un peu. Tu sais, je me promenais, puis c'est comme mon territoire. Puis on était une gang d'enfants ensemble, d'abord. Puis, tu sais, on était dans un contexte particulier. Mais tu sais, comme par exemple, on était en totale liberté. On se promenait dans le fond de boutique à boutique, puis chaque artisan, bien, il est habitué de nous voir passer, dans le fond. Alors, on avait comme tous nos petits kits. Alors, chez Georgette, on avait notre petit kit de peinture, on avait notre petit kit de cuir avec Jeannot. Je peux dire que le Petit Champlain m'a apporté à travailler comme je travaille aujourd'hui, de travailler avec le public. J'ai toujours travaillé avec le public, d'accueillir les gens, de montrer aux touristes, de faire découvrir aux touristes. J'ai connu le Vieux-Québec sous un angle d'habitant du Vieux-Québec. Donc, c'est sûr que j'aime ça, pouvoir montrer des petits raccoins que le touriste moyen ne connaîtra pas nécessairement. C'est sûr que pour moi, ça, c'est quelque chose d'important.
私たちが降りたのが首折階段、こちらでございます。プチシャンプラン通りですけれども、見えている部分ここですが、突き当たりまで行きますと途中でお店がなくなってしまいます。お店がないなと思いました。Le Petit Champlain, c'est vraiment un des musts de la ville de Québec. Souvent, même quand on est restreint dans le temps, les guides accompagnateurs, ils disent au moins garder le Petit Champlain, c'est le plus important. L'architecture, les pierres, les petites fenêtres, les petites fleurs qui décorent, toute la couleur des contours. Ils ont l'impression d'être un peu en Europe. C'est très différent par rapport au Japon. Puis en même temps, c'est pas trop grand non plus. Alors, c'est vraiment un espace qui aime beaucoup. Mon père, l'architecte amoureux des détails, des textures et couleurs. Il décrivait avec poésie les têtes de fenêtres ornées de linteaux de pierre finement ciselés. Il parlait de la belle vieille brique écossaise qui a traversé l'Atlantique couchée au fond de la cale d'un bateau. En fait, elle servait à lester les navires. Il n'y avait rien de noble dans ces matériaux, mais il racontait l'histoire du quartier, notre histoire. Un quartier bien humble comme tant d'autres qui avait influencé Jacques et Jerry. Leurs rêves avaient été alimentés par des villes américaines comme Boston et San Francisco, où des quartiers industriels laissés à l'abandon ont été réanimés. Mais c'est en France qu'ils trouveront les exemples de communautés artistiques les plus inspirantes. Jerry avait résidé quelques années en Provence. Avec mon père, ils ont exploré la région. Ils ont été séduits par les petites villes de Valbonne, Antibes ou Cassis, véritables carrefours d'artistes avec leurs ateliers, galeries et musées. Ce que ton père a fait, c'est complètement à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. C'était de rénover puis de voir dans les petites choses ce qui pouvait avoir une valeur particulière. Le quartier du Petit Champlain est vraiment à l'échelle humaine. C'est une rue qui est particulièrement étroite. Il y a la variation aussi, tu sais, comme tous ces petits éléments d'architecture-là qui se parlent puis qui dialoguent ensemble. En fait, le grand défi de l'architecte puis des concepteurs, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que les gens vont se l'approprier? Parce qu'on ne le sait jamais. Hein? On peut faire un super beau bâtiment puis il n'y a personne qui va dedans. Comme on peut faire des choses qui sont plus humbles puis finalement, tout le monde va se l'approprier. Puis ça, on ne le sait jamais à l'avance. C'est juste une vision qu'on peut avoir puis un rêve qu'on peut avoir dans quelque chose. On est allé en prison pour finalement pour avoir pouvoir le droit, s'asseoir ici. Pour pouvoir s'asseoir ici puis prendre un verre de vin ou un café ou manger. Parce que il y avait la ville qui était prête à laisser juste le trottoir de 3 pieds. Et dans ce moment donné, on avait fait une manifestation sur le boulevard Champlain. À 8h30 du matin, quand les fonctionnaires rentraient travailler, là, on avait pris les chaises, on avait toutes placées dans le milieu du boulevard Champlain. Tous les commerçants, tout le monde, on était là. On avait bloqué le boulevard Champlain. Puis on prenait un café dehors. Puis à un moment donné, que la police arrive avec les paniers à salade. Ouais. Il y était 12 autos de police qui sont arrivés. Puis là, ils nous ont toutes fait rentrer. On était 25 puis 28. On était 40. On était 40. Plus une adolescente. Qui était toi. C'était moi. C'était toi. Bon, ça n'a pas été long. Les journalistes sont venus. Bon, ça a fait un gros événement médiatique comme ça. Et ils nous ont tous embarqués au parc Victoria. On avait fait la prison. Même les enfants, je pense qu'ils étaient en prison. Là, bien évidemment, quand ils t'arrivent, les autres, ils ne savent pas d'où tu arrives et pourquoi tu arrives là. Alors, ils te demandent est-ce qu'on peut appeler ton père qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben, je dis oui, vous pouvez appeler mon père, mais je dis là, il ne va pas répondre parce qu'il est en prison. Puis là, il fait comme oui, OK. Il fait quoi dans la vie? Il est architecte. Ah oui, tu commences à trouver ça bizarre.
ta mère, elle fait quoi dans la vie? Ma mère est on va l'appeler ta mère, on va appeler ta mère. Je dis, ma mère est en prison aussi, tu sais. Fait que là, ils m'ont regardé. Du belle famille. Oui, ça, une belle famille. Après ça, ben, ça a désavancé quand ils ont compris un peu c'était quoi, puis on n'était pas très dangereux. Non. Alors, on était deux par cellule, puis on s'amusait, puis tout ça. Puis à un moment donné, il passe une matrone. La municipalité, la Ville de Québec, là, nous a donné du fil à retordre pas mal au projet. Et c'était des rencontres mutuées par d'autres rencontres, et c'était l'urbanisme, c'était la section des affaires culturelles, c'était ci, c'était ça, ça lâchait pas, là. Il faut dire qu'avant l'épisode de la terrasse, il y avait eu 2 ans de négociations avec la ville pour réussir à changer le zonage, car un moratoire interdisait tout restaurant dans le secteur. Tout ce qui était permis, c'était de manger un hot dog debout dans un dépanneur. C'est beau d'avoir une idée, mais la mettre en route, il faut plein d'autorisations de toutes sortes, à tous les niveaux, à tous les ministères. Il y a quelqu'un qui va vous tomber dessus avec un règlement. Alors, il faut toujours s'ajuster, réajuster, défaire pour refaire, pour rebâtir. Mais c'était difficile, hein? C'était dur. Puis t'as beau avoir de l'argent, là, c'est ton argent. Il dormait probablement la nuit, mais il devait avoir des sueurs régulièrement parce qu'il prenait des risques. Cette aventure hors norme avait eu raison de leur santé. Mon père et Jerry, les deux, avaient des problèmes cardiaques. Toutes les économies de leur vie avaient été investies. Ils désiraient mettre fin au développement de leur projet. Mais une section liant le Petit Champlain à la Place Royale était encore à l'abandon. Pour s'assurer d'une harmonieuse continuité sociale et esthétique, ils décident quand même de poursuivre cette dernière phase en s'associant au gouvernement dans ce qu'on appelle un partenariat public-privé. Mais il était entendu qu'au terme de la rénovation de cette section, ils se retireraient en vendant leur part du quartier. Jacques et Jerry ont parlé longtemps, au moins pendant 50 ans, aux artisans, ceux qui étaient les plus vieux, qui étaient là, puis qui étaient là depuis longtemps. Groupez-vous ensemble, en coopérative, puis formez une coopérative, puis continuez à le faire marcher, le quartier. Puis c'est vrai que Jacques et Jerry ont eu l'offre d'une compagnie américaine pour acheter le quartier Petit Champlain. Mais Jacques et Jerry n'étaient pas friands de vendre ça, puis là, ils poussaient dans le dos des artisans. Ces gens-là, écoute, c'était, on va le dire comme ça, c'était leur cœur, hein? Leur cœur était là. Ça a été serré un peu, à la fin. Moi, j'étais rendu, moi, entre la civière et mon lit au Mont-Saint-Anne. Dans quelques heures, des espèces de gros méchants qui vendaient le patrimoine à des Américains. Puis j'avais dit au président de la Chambre, arrêtez de niaiser. Ils mettront pas une chaîne puis ils le traîneront pas à Boston, sacrifice de merde. C'est des investisseurs dans l'immobilier qui appartiennent déjà à la moitié de la ville de Québec. Alors, un peu plus, un peu moins. Ah, ben là, on était en élection, c'était le patrimoine. Alors, c'était autre chose. Alors, financièrement, si ça avait été de vrais financiers, si on avait été des vrais financiers, on aurait pu faire beaucoup de sous avec. Mais on l'a lâché. Heureusement pour les artisans, ils l'ont eu. Tout le monde ne peut pas être visionnaire tout le temps dans sa vie. Moi, je n'ai pas été là et je reconnais que je ne l'ai pas été. Mais je reconnais aussi que le travail qui a été fait finalement a été fait pour le bien-être de tout le monde
Et je trouve même que c'est excellent d'avoir, disons, la solennité, je dirais, la solennité de Place Royale, bien faite, dans les normes, à la française, et puis d'avoir juste à côté, d'avoir la poésie qui éclate en ville. Avouez quand même d'avoir le meilleur des deux mondes. Je ne sais pas si c'est le quartier Petit Champlain qui me ressemble ou je ressemble au quartier Petit Champlain, mais on a évolué ensemble. J'ai passé 40 ans de ma vie ici. Maintenant, bon, je ne suis plus artisan, je suis commerçant. Et je suis le seul qui reste de ces vieilles gagnes des années 70. Ce n'est plus artisanal comme avant, là, des artisans qui sont là en train de travailler sur place, la boutique de cuir où ça sent la teinture et le cuir. Ce n'est plus ça là. Mais c'est toujours des boutiques très particulières qu'il y a dans le quartier Petit Champlain. Ça continue à être unique. Il n'y aura pas un McDonald's qui va rentrer ici. Ça veut dire tant qu'il va avoir la chaleur humaine qu'on a, je pense que le quartier va rester vivant. Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dedans. Ça va bien, toi? Oh, quel sympa de le savoir. Ça va bien. Très bien. Ça fait longtemps. Hein? Ah, ben oui. Ça va bien? Oh, ben, Ah, comme ça, bon. Ça va bien. Ah, comme ça. Ça va bien. C'était une période de vie très agréable à vivre. C'était toujours de l'inattendu, de l'imprévu. C'était toujours imagé, c'était toujours coloré, c'était pas monochrome, jamais. Ça a été le fun, ça. Tout le temps. C'est mon cœur, là. Oui. Et moi aussi.